Tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début. Bienvenue à bord du podcast L'œil carnivore. Vous y trouverez de l'info, Lex Luthor, le bouffon vert, Magneto, enfin tous les connards, c'est eux qui ont fait ça. des critiques constructives, Parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde. de l'amour, Moi, je vais tout de même pas me faire reculer sous prétexte que c'est un ami. de l'innommable. C'est pas un endroit pour les enfants. Accrochez vos oreilles. L'équipage vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir, enfin cette émission commence. Bienvenue dans l'émission 119 de l'œil carnivore. Et oui, 119, la dernière de l'année 2024. Il s'en est passé des choses pendant cette année 2024. Et je suis extrêmement bien accompagné ce soir. Je suis accompagné notamment de Angela. Bonsoir. Angela. Julien. Bonsoir. Laurane. Hello. Le grand retour de Laurane. Ouais, ça fait plaisir. Derrière moi, il y a Baudouin. Salut Baudouin. Hola. À côté, il y a Catherine. Salut Catherine. Vas-y. Elle a pas de micro, alors elle fait un grand coucou. Et tout au bout là-bas, il y a Vincenzo qui n'a pas non plus de micro, mais salut Vincenzo, et qui a la technique image. Donc, c'est assez expérimental ce soir. On a mis beaucoup de temps à s'installer, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. C'est le plaisir aussi d'essayer des choses. Voilà. Donc on est on est le combien ? On est le 18 décembre. Le 18 décembre 2024. Exactement. Pas dit mieux. Pas dit mieux. Et ce soir, on vous a préparé plein de jolies choses, plein de choses à découvrir, parce que c'est un peu le principe de l'œil carnivore, c'est vous faire découvrir des choses que on a rencontrées pendant ce mois-ci. Des choses qui nous ont interpellés, des choses qui nous ont plu, des choses, des découvertes, etc. Donc on va les partager avec vous. Angela, toi, tu vas nous parler de Ghost Warrior Tokyo. Ouais, c'est Ghost un Warrior. jeu, quoi. Ouais, c'est un jeu que j'ai un peu testé, parce que c'est un jeu qui est sorti il y a quelques temps quand même. 2022 en fait. 2022, mais en fait ce jeu est très mal coté, très mal estimé, je trouve. D'accord, et ben tu vas nous dire pourquoi il faut le réinstaller et recommencer à jouer. Voilà, exactement. Derrière moi, j'ai Baudouin qui va nous parler de Virtual Fighter et notamment Le retour de Sega. Le retour de Sega, voilà. Oh là là. Il m'en parle depuis des jours. Alors moi, je me souviens que dans les années 90, Sega, c'est plus fort que toi. Tout à fait. C'était des sacrés pubs. Après, moi, je crois que j'ai un peu joué sur Sega, mais pas beaucoup. Mais, La Mega Drive. voilà. Ouais, Moi, sur j'allais jouer chez les copines. Mega Drive Forever. Oui, voilà. Ouais. Non, moi, j'avais pas de console. Mais bon, c'est pas grave. Tu t'es rattrapé depuis, rassure-moi. T'as fait d'autres T'as choses 15 depuis, consoles quand même. maintenant. Oui, ça va, je me suis rattrapé, il n'y a pas de souci. Et Julien, toi, tu vas nous parler d'une série qui est apparue sur Secret Prime. Level. Ouais, Secret Sur Level. Amazon Prime. Exactement. Série qui reprend une sorte d'anthologie avec de l'inspiration jeux vidéo. Ça parle de paf et de jeux vidéo et Ouais. ça fait pas l'unanimité. On va voir. Moi, j'ai bien un petit peu la- en ralt. Si je peux me permettre, c'est la première série Capcom. Enfin, une des premières séries qui a Ah ouais réalisé Capcom. Oui, c'est de Megaman. c'est Capcom. C'est Megaman. Ah, c'est pour ça qu'il y a des trucs complètement bizarroïdes au milieu, au niveau choix des jeux. Ok, je comprends mieux. Et ben voilà, on va avoir le temps d'en discuter. Et pour moi-même, je vais vous parler du manga Dan. Alors, Angela a très bien le générique. Manga, Attention. Vraiment génial. Moi, je kiffe à mort, quoi. Ouais, non, mais il est vraiment bien. Ça, c'est clair. Et je vais commencer cette émission par... non, mais Laurane, elle est Attends, juste là. Excuse-moi pour ponctuer les phrases. Voilà. Tadam. Et pour sniper, lancer les blagues. Excuse-moi, et je ne tout. savais pas, Voilà. Pardon, mais pas. Je suis venu les mains dans les poches, mais je suis avec vous. Je suis tout cœur avec vous. Exactement. Dans les poches, mais pas les mains vides. Alors, Non. évidemment, je prends mes notes parce que sinon, ça complique tout. Donc, moi, il y a quelque temps, quelqu'un qui m'a dit, non, non, rien à voir. Est-ce que tu as déjà écouté les paroles de cette chanson ? Alors, si tu peux lancer le son numéro 1. Julien. Est-ce que vous connaissez cette chanson ? Un peu quand même.
Ah, il y a le play qui repart. Ah, c'était une boucle. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Ah oui. Oui. Oui, Ah oui. Ouais, ah oui. quand même. Quand même. Quand même un gros hit des Doors que tout le monde à peu près connaît, sauf ceux qui ont moins de 20 ans. Ah, mais tu On serais pas là, il y ne en vise a personne. quelques-uns Elle a pas qui moins de le 20 ans. savent, hein. Elle a hein. pas moins de 20 ans. Non, mais je sais qu'elle a pas moins de 20 ans, mais c'est pour la J'en ai blague. 44, je connais pas. Tu Non, connais pas les Doors, t'es sérieux? Je Sors connais de- la porte, oui. Sors d'ici. Donc c'est une chanson qui s'appelle Alabama Song des Doors. Et est-ce que vous avez déjà fait attention aux paroles? Tout le monde connaît le premier Ouais. couplet, en gros, qui dit qu'on cherche le prochain whisky bar, c'est ça. un bar à whisky, et ne demande pas pourquoi, il faut qu'on trouve, montre-moi le chemin du prochain bar à whisky, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Donc c'est une sorte de chanson d'ivrogne, en plus la manière dont c'est Complètement. chanté, etc. Voilà. Mais Il y a une petite subtilité. il y a une petite subtilité que tout le monde oublie bizarrement et que moi j'avais jamais fait attention en fait à ce couplet-là, qui est le deuxième son. Vous allez voir. Oh, show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Ah ouais. Donc il dit bien Show me the way. Hein. Show me the way to the next little girl. Et il ne me demande pas pourquoi, Ouais. Et je vous avoue, Qu'est-ce que ça cache? non, mais j'ai été surpris. Je me suis dit, attends, c'est pas possible. Ça serait quand même, du point de vue de Jim Morrison, les Doors, etc. En même temps, c'est pas les premiers dossiers qui sortiraient comme ça, mais c'est quand même une chanson ultra connue. Il y a un truc que je comprends pas. Et puis, moi, je savais, et je pense que là, par contre, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, c'est que c'est une chanson qui est à la base une chanson, même un poème de Bertolt Brecht. Est-ce que vous connaissez Bertolt Brecht? De nom, ça me dit quelque chose. Quand même. Quand même. J'ai un peu de clip. Oui, j'ai dîné avec hier soir. On t'a dîné avec hier soir. Alors Bertolt Brecht, je vais pas m'étendre dessus parce que c'est une œuvre magistrale. C'est vraiment une histoire. Franchement, si ça vous intéresse, allez regarder Bertolt Brecht, allez regarder les œuvres de Bertolt Brecht. Et moi, je me souviens d'avoir vu une pièce de théâtre, Un homme est un homme, qui m'a renversé. Vraiment, c'était une pièce de théâtre d'une beauté. C'est un truc qui est fou. Et je peux vous dire, il n'y avait pas de décor. Il y avait juste des chaises et des cloisons. Et j'avais l'impression d'être dans une des colonies avec des cases, un train. Les gens étaient là. J'avais la sueur, j'avais la poussière, j'avais tout. C'était génial. Alors que c'était juste une évocation théâtrale. Mais bon, voilà, je m'égare par rapport à Bertolt Brecht. Ce qui est intéressant aussi de savoir de Bertolt Brecht, c'est que c'est quelqu'un qui est très politique. Tous ses écrits sont extrêmement politiques et c'est quelqu'un de classé à gauche, pacifique. Alors, extrême gauche, mais pacifique surtout, et contre le capitalisme à fond. Vous allez comprendre pourquoi c'est important pour la suite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il était dans les années 20, début 30 en Allemagne. Évidemment, le régime nazi n'appréciait pas trop. Un des pires moments. Donc il a dû fuir l'Allemagne. Pour vous dire, ses écrits ont fait partie des autodafés directement. Il a été perquisitionné, etc. Voilà, il savait que quand il est parti, c'était chaud pour sa gueule. Il a fait tout le tour de l'Allemagne, tout le tour de l'Europe en fuyant les différents endroits où arrivaient les Allemands. Au final, il arrive aux États-Unis. Aux États-Unis, il passe la fin de la guerre. Là, il est attaqué par le macartisme. Il est obligé de faire amende honorable, etc. Tout ça. Il finit par re-rentrer en Europe et aller en RDA. Et là, les communistes le trouvaient trop pacifiste et il n'y avait pas assez d'ouvriers dans ses écrits. Voilà. Donc en gros, tout le temps, on n'a pas arrêté de critiquer quelque part ses œuvres et ses positions politiques. Mais franchement, allez le voir, c'est Le mec se fait génial. taper dessus tout le temps, mais il lâche pas le morceau. Voilà, exactement. Parcours du combattant, mais différemment. D'ailleurs, j'avais une citation de lui, je crois, mais je la retrouve pas là, c'est pas grave. Donc, ce poème, Alabama Song, alors le nom est quand même un peu différent, mais bon, c'est pas grave, on va garder ce nom-là, a été mis en musique après par Kurt Weill et chanté par l'épouse de Kurt Weill, Lotte Lenya. D'abord comme une chanson, puis après, la chanson a été incorporée à l'opéra écrit par Brecht et Weill.
grandeur et décadence de la ville de Mahagoni. Et pendant cette chanson, en fait, elle est chantée par des prostituées qui doivent effectivement trouver de l'argent parce que sinon elles vont mourir. Et donc elles cherchent pas une petite fille, Mais un petit garçon. mais un little boy. Mais du point de vue Un sugar daddy. alors sugar daddy en tout cas du point client, de vue d'une voilà, c'est un client. Et dans ce point de vue-là, ça n'a pas du tout le même sens que Little Ah bah Girl. non, pas vraiment, non. Là, on sait bien, vu que c'est des prostituées, qu'en fait, elles cherchent le client facile qui vont leur permettre d'avoir l'argent pour ne pas se faire tuer. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Mahagoni, qui est dans l'opéra, c'est en fait une espèce d'allégorie du capitalisme. Et dans cette ville, si on n'a pas d'argent, eh ben, on meurt et on est condamné à mort, en fait. Donc, il faut avoir de l'argent, il n'y a pas le choix. Certains diront que le capitalisme, c'est ça. Mais bon, voilà, le pas est vite fait. Mais, en gros, si tu n'as pas d'argent, tu es tué. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est pendu pendant l'opéra parce qu'il n'a pas d'argent. Donc, voilà, il n'a plus le droit de vivre. Ça devait coûter cher en figurant. C'est clair. Bah oui, j'ai retrouvé d'ailleurs la citation là, dans mon papier de Brecht qui dit « Nos défaites d'aujourd'hui ne prouvent rien, si ce n'est que nous sommes trop peu dans la lutte contre l'infamie, et de ceux qui nous regardent en spectateurs, nous attendons au moins qu'ils aient honte. » Ça me fait penser à mes parties de Tetris. Donc dans l'œuvre originale, c'est Little Boy, et je vous propose d'écouter ce passage-là, qui est le son 3. Oh, show us the way to the next pretty boy. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next pretty boy. For if we don't find the next pretty boy, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Voilà, on peut passer, mais après on reconnaît la chanson, ça passe, etc. Mais c'est pas du tout le même sens que celle des Doors. Ah, bah non, hein, on est d'accord là. Le sens a été transformé. Pas même époque. C'est pas la même époque. Alors comment les Doors se sont retrouvés avec ça? C'est simplement que le clavier des Doors en fait avait trouvé une compilation de chansons allemandes traduites en anglais, et ils ont aimé cette chanson et ils l'ont enregistrée. Donc la liaison s'est faite comme ça. Faut savoir aussi que Bowie a repris la chanson avec une version un peu intermédiaire entre celle des Doors et celle de Kurt Weill, l'original, puisqu'on retrouve beaucoup plus la sonorité de l'original, mais dedans, il y a bien Little Girl. Alors là, je me dis, bon, ok, Jim Morrison, maintenant Bowie. Bowie, ça commence à devenir bizarre, parce que autant il était... voilà, mais autant là-dessus, a priori, il n'y avait rien, en tout cas... Je ne connaissais rien. Sous-entendu. Il n'y avait pas de sous-entendu, voilà. Ça n'est pas la mémoire de Bobby, s'il vous plaît. Non, mais c'est ça. Donc, en gros, je me suis vraiment demandé, mais pourquoi Little Girl? Vraiment. Et donc, en fait, je suis remonté. Alors, si vous cherchez chansons parlant de la pédophilie, vous pouvez retrouver d'ailleurs Alabama Song, puisque certains la classent dans des chansons faisant la gloire de la pédophilie. Ouais, okay. Mais en fait, je me suis rendu compte que Little Girl, en fait, était utilisée depuis les années 20-30 dans le blues et dans le folk, pour désigner en fait des jeunes femmes. Donc ça n'avait rien à voir avec justement la pédophilie des petites filles en fait. Et Little Girl, notamment, il y a un titre très très connu qui s'appelle Little Girl Blue. Et en fait, Little Girl Blue, c'est un morceau qui est de Richard Rodgers et avec des paroles de Lawrence Hart, 1935. Et c'est une référence à Nina Simone, en fait. Oh. Donc ça parle bien d'une jeune femme, ça parle pas d'une petite fille. Et c'est une référence à Nina Simone qui s'est vue refuser le conservatoire de piano. Ça aurait été la première femme noire arrivant au conservatoire. C'était quand même quelque chose et ça lui a été refusé. Et là, c'est bien pareil, Little Girl qui est utilisé. Donc en fait, ce terme Little Girl... Elle les a bien humiliés après. Oui, c'est ça. Elle a quand même eu sa revanche. Elle a eu sa revanche, mais bon, voilà. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, ce Little Girl, en fait, est utilisé pour qualifier des jeunes femmes et pas des petites filles. Donc la traduction
française devrait prendre aussi cet historique. Quoi. C'est historique, et donc ce n'est pas une version pédophile de comment ça s'appelle C'est d'ailleurs peut-être pour ça simplement qu'on n'a pas qu'il n'y a pas eu d'histoire, voilà, autour de la pédophilie. Tout à fait, mais franchement au départ quand je suis parti sur mon investigation, je vous avoue que je comprenais pas, et voilà. Donc c'est non, Jim n'est pas comme ça. Jim, Jim, si tu nous entends. Maintenant, il y a quand même un vrai changement de sens de la chanson, parce que d'une chanson montrant en fait la précarité de la vie des prostituées et du prolétariat, on va dire de manière générale, qui est obligé de se vendre pour avoir l'argent pour ne pas mourir. Bon bah là, c'est une chanson d'ivrogne et qui cherche le prochain bar. Précarité affective, quoi. Voilà. Ouais. Oui, on se réconforte comme on peut. Voilà, mais on n'est pas du tout dans la même. Ça va pas une dame en trouver une bouteille, quoi. Elle s'appelle aussi Madame. Alors, on dit souvent d'ailleurs, passez-moi la petite sœur quand on prend une deuxième bouteille. Exactement. Enfin, je veux pas faire de raccourcis foireux, mais. Non, c'est un fait. Alors pour finir cette petite chronique sur Alabama Song, je vous propose de découvrir un autre morceau écrit par Brecht et mis en musique par Kurt Weill et réinterprété par Louis Armstrong, et qui est accompagné pour l'occasion de Lotte Lenya, qui est effectivement la femme de Kurt Weill. Donc là, ce qui est important quand même par rapport à ça, c'est que notamment l'opéra Katsu, mais il y a plein de chansons écrites par Brecht et mises en musique par Kurt Weill que vous pouvez retrouver en fait dans la culture pop. Un peu partout. Et là, je vous propose d'écouter La complainte de Mackie. Alors, avant l'émission, j'en ai parlé un petit peu à Laurane, merci. À moi, tu peux m'appeler moi. Et la complainte de Mackie, vous allez voir. Là, je vais vous donner le thème. C'est pareil, faites attention aux paroles. Je vais vous donner le thème et vous allez écouter la musique et vous allez dire qu'il y a une dissonance assez violente. La complainte de Mackie, ça raconte en fait les méfaits réels, les méfaits d'un loupard, d'un voleur, d'un violeur, d'un tueur. Ouais, c'est pas joli. Non, c'est pas joli. C'est Mackie le requin, c'est le requin. Il laisse du sang derrière lui, il surine, il vide les poches des riches bourgeois. Voilà, c'est voilà ce que ça raconte. Tu prends pas son 06 en France. Non, tu prends pas ton 06, ça c'est clair. Et je vous propose d'écouter la version de Louis Armstrong, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça donne aussi une certaine dignité à la classe prolétarienne en fait, parce que tu les trouves que dans cette classe-là en fait, et chacun fait comme il peut pour vivre. Certains vont vendre leur corps, d'autres vont aller dans le crime. Sombrer dans la violence. Voilà. Eh bien, écoutons ça. Écoutons ça. Oh, the shark has a pretty teeth, dear. And he shows them pearly white. Just a jackknife has Mackie, dear. And he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mackie, dear? So there's not a trace of red. Oh, on the sidewalk, Sunday morning, lies a body oozing light. Yeah. Someone sneaking around the corner. Is that someone Mac the Knife? Yeah, from a tugboat by the river, Baba. A cement bag drooping down. The cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mackie spends like a sailor. Did our boy do something rash? Look here, Suki Tawdry, Jenny Diver,
say Lottie Lenya. Sweet Lucy Brown. Oh, the line falls on the right, dear. Now that Mac is back in town. Et voilà. Changement d'ambiance. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Sans transition, bonjour. Ghostwire Tokyo, bonjour. Mais justement, voilà. Après Louis Armstrong et l'Otolenia sur Mike the Knife, je vous propose d'écouter Angela sur le jeu Ghostwire. Alors, Angela. Ouais. C'est quoi Ghostwire ? Alors, Ghostwire Tokyo, c'est un jeu qui a été très 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 mal coté et qui pourtant a de très bonnes notes. C'est un jeu qui a été mis de côté par le public. Grosso modo, vous incarnez Akito, qui est un jeune qui va à la base voir sa sœur à l'hôpital. Oui, chat. Et d'un seul coup, il y a du brouillard partout, les gens disparaissent et il n'y a que des fantômes et des yokai, comme on appelle le Japon, donc c'est des fantômes. Et donc tu vas apprendre un peu toute l'histoire et les origines des yokai en te battant et en ayant un petit peu des pouvoirs surnaturels, pas toujours, parce que quand tu t'habitues à avoir des pouvoirs, tu peux les perdre. Tu es possédé par un détective assez grochon, assez cynique quand même, au début tu dis ouais, je vais m'en débarrasser, mais comme tout personnage cynique, à un moment tu t'accroches, ça, il n'y a rien à faire. Ah oui, les bad boys, hein. C'est vrai, les bad boys. Ouais. Et il faut savoir que c'est un jeu aussi d'horreur, il y a beaucoup de jumpscares, j'en ai eu énormément. Moi qui ne suis pas jeu d'horreur, j'accroche à ce jeu, il y a beaucoup d'évasions, tu peux te balader, que ce soit en hauteur, que ce soit dans la ville, donc ça c'est aussi super chouette. Mais l'ambiance n'est pas cette ambiance un peu horreur et angoissante. En fait, tu la ressens que quand tu joues au casque. Parce que moi, j'ai joué avec les baffes normales, bon, j'ai eu quand même peur, mais en fait, j'ai fait une partie au casque et ça n'a pas duré une demi-heure. Donc ça, je tiens à dire quand même aussi. Quand même. Non, t'entends, tu dis quoi. Moi, je tiens à dire que mon fils adore me voir jouer parce que lui, il se met sur un côté comme ça et puis il me regarde et il fait cette cinéma. Après une demi-heure, Angela en PLS dans son fauteuil avec son sac en papier. Une demi-heure et encore. Bon, il y a quand même un petit détail qui a son importance, c'est que moi j'ai joué à la base avec 8 Go de RAM. Donc ça laguait beaucoup, énormément. Je voyais les monstres arriver, se transformer, c'était encore pas trop grave. Mais là j'ai augmenté ma mémoire. J'ai fait un bond. En fait, depuis j'y ai pas rejoué en fait au jeu. Ah, voilà, traumatisé. Mais ça rajoutait en fait un petit côté creepy, le fait que t'as que 8 images par seconde. Ça doit être ça. Moi j'étais bien, mais 8 images par seconde, c'était parfait. J'avais le temps, tu vois, donc je choque. Mais il faut savoir aussi que ce jeu, il y a 2 jeux dans un, comme dans la plupart des jeux. Il y a aussi un autre mode, et c'est le mode Threats. En fait, tu peux évaluer dans tous les mondes que tu as vus, ou pas encore, mais c'est plus un mélange de survival et de contre-la-montre. En fait, tu dois trouver la sortie le plus vite possible. Mais pour pouvoir avoir accès à ce mode-là, tu dois avoir bien avancé dans l'autre mode de jeu aussi, quoi. D'accord. Au niveau bon, c'est Ghostwire Tokyo, je me suis posé la question à savoir, est-ce que... Oui, vas-y, viens, chat. Je me suis posé la question... Il a senti que c'était en PLS, il vient tout guérir. Voilà. On n'a pas présenté le dernier intervenant. Et donc je me suis posé la question de savoir s'ils avaient vraiment poussé le vice à chercher des vrais paysages de la ville de Tokyo, parce que tu te balades dans énormément de quartiers de Tokyo. Et bien j'ai trouvé qu'il y avait quelqu'un qui avait pris le temps de faire une petite vidéo YouTube et de faire le comparatif entre le vrai et le faux. Il y a quand même pas mal de quartiers où c'est des vrais, parce que j'ai retrouvé dans un épisode, je me dis, je connais bizarrement, ah mais oui, c'est là que je dois aller chercher, je dois mourir 15 fois pour aller chercher. Alors moi je t'avoue que j'y ai joué, alors il y a quasiment au moment de sa sortie, je me demande si... Donc il est sorti en 2022 en exclusivité PlayStation, et après il est sorti en 2023 sur toutes les autres plateformes. En fait. Alors ça devait être en 2023, parce que j'ai pas de PlayStation, mais c'est ça, en 2022, j'ai dû le voir, je me demande si c'était pas dans le... Il est passé dans le Game Pass à un moment. Oui voilà, c'est ça, oui, voilà. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un jeu qui a été super mal coté, parce que
très peu de gens en parlent. Et pourtant, quand tu regardes dans tout ce qui est vraiment magazine, gaming, etc., c'est quand même coté entre du 7 et du 9 sur 10 quand même. Mais en fait, moi, j'ai pas compris. Alors, je t'avoue, et sans doute, je pense que la plupart des gens se sont retrouvés un peu avec le même problème que moi. C'est-à-dire que, en gros, tu commences le jeu. Moi, je m'attendais à un jeu d'horreur vraiment... à découvrir avec vraiment un truc glauque, quoi, dégueulasse. Non, pas forcément dégueulasse, mais une ambiance, quelque chose, etc. Et au début, alors moi c'est le souvenir que j'en ai, je me suis trouvé dans alors pas vraiment un monde ouvert, mais un espèce de monde couloir. Il était dans des rues de Tokyo, voilà. Alors oui, tu as une espèce de petite scénette que tu règles, etc. Puis après, tu te retrouves un peu à oui, c'est toi-même. vrai que tu n'as pas beaucoup d'indications, tu dois beaucoup chercher. Et je me suis dit, ouais... Eh bien, les gens comme toi, ils se sont arrêtés là, en fait. Ouais. Il y en a beaucoup, énormément, en fait. Et il y en a qui trouvent aussi que c'est récurrent. C'est faux, c'est pas récurrent. Parce qu'en fait, quand tu as tellement de missions et de zones à déployer, qu'en fait, si tu ne déploies pas ces zones-là, tu ne vas pas plus loin, en fait. Tu n'évolues pas dans les pouvoirs. Déjà, ce que tu racontes, alors, les histoires de pouvoir, d'évoluer dans les pouvoirs, ou simplement de différents mondes ou différents quartiers, j'ai même pas eu cette impression-là. C'est ce que je te dis, en fait, tu dois vraiment avancer dans le jeu. Oui, mais le début du jeu a l'air tellement lambda. Je veux dire, en même temps, je faisais... Est-ce que tu avais aussi 8 gigas de RAM? Non, alors j'avais pas 8 gigas de RAM, la première chose, et je faisais aussi Yakuza Like a Dragon. Ah, mais oui, c'est pas comparable. C'est deux jeux totalement différents. Mais Yakuza, il y a plus d'action, plus d'activité. Mais surtout, c'est que directement, j'étais dans l'ambiance, on m'amenait, etc. Là, j'ai trouvé, le début était un peu mou du genou. Oui, mais il y a aussi ce côté un peu, on va dire, éducatif, où tu apprends un peu vraiment toute l'historique des yokai. C'est tel yokai, quelle est son histoire, pourquoi, donc tu dois trouver pourquoi, comment le combattre, comment y arriver. Les yokai, c'est quoi? C'est des sortes d'esprits. C'est des fantômes, c'est tout ce qui est fantôme, tout ce qui est surnaturel au Japon. Mais tu as ce côté aussi où... quand tu t'habitues à tes pouvoirs et que tu te dis, voilà, franchement, finger in the noise et tout, tu sais quoi, il te dit, c'est comme ça, clac, tu perds ton pouvoir. Donc, tu n'es plus possédé et tu te retrouves sans pouvoir. D'accord. Et pourtant, tu as avancé dans le jeu. Et là, tu t'es dit, putain, je suis dans la merde. D'accord. Okay. Comment je fasse Comment je fasse et tu te débrouilles comme tu peux, etc. Ok, donc toi, tu conseilles d'aller plus loin. Moi, je dis, il faut passer. C'est un peu comme certaines séries où au premier, deuxième épisode, rien, et après, ça cartonne, tu vois. Tu dois aller plus loin. Et quand tu penses que tu arrives au bout, non, parce qu'il y a d'autres modes et tu dois encore évoluer. Donc, si tu ne fais pas évoluer ton personnage, tu ne vois pas non plus ce qu'il y a derrière. Quoi. Et il y a aussi beaucoup de petits, on va dire, des modes secrets. Tiens, tu peux passer un peu les images. Oui, c'est vrai, on l'a pas passé. Pas forcément avec le son, mais par contre, on peut se regarder un peu les images, à quoi ça ressemble. On a un peu la bande-annonce, oui, bien sûr. Ouais, voilà. Voilà, histoire de regarder un petit peu. Voilà, donc le début, en fait, est assez... Ça, c'est le début, d'après mes souvenirs. Oui, ça, c'est le tout début, vraiment. C'est le moment où il rentre dans le carrefour, il va pour aller voir sa sœur, et puis il a un accident. Donc, normalement, ce gars, il est mort, quoi. Il a eu un accident. Et donc, c'est le moment où tu as Keke, donc l'inspecteur, qui se dit, voilà, moi, je vais prendre ce corps-là. Et en fait, il le prend, mais il ne prend pas possession totale du corps. Donc, tu as quand même encore Akito qui est encore là, plus Keke derrière. Quoi. Donc, tu dois un peu gérer le conflit entre les deux, tout en utilisant les pourvoirs, sans te laisser trop attraper par ceux-là. Ouais, ceux-là, ils sont terribles, quoi. Les pires, c'est quand même les écoliers. Hein. Et moi, j'ai eu la bande Power Rangers parce qu'au début, ils sont tout noirs, mais après, ils sont multicolores. Et selon les couleurs, ils sont plus chiants à tuer, quand je te le dis, quoi. D'accord. Ce gros-là, il est horrible. Voilà, tu vois. Donc, il y a quand même beaucoup de difficultés. Parce que moi, je suis plus une Assassin's Creed. J'aime bien explorer. Si je dois tuer ou shotter, c'est à distance, tu vois. Mais là, dans ces zones-là où il y a tout qui vire en rouge et tout, là, j'étais en PLS dans mon fauteuil. Quoi. Je te mens pas. C'est pas pour toi, Damien, ça. Je t'ai vu jouer Indiana Jones. Déjà tu prends les pieds dans ton propre lasso. Tu prends les pieds dans ton propre fouet et tout. Tu vois, les écoliers, là, à un moment, d'habitude, ils sont tout blancs et rouges, ils n'ont pas de tête, mais à un moment, ils deviennent rouges, vert, jaune. Enfin, les Power Rangers, quoi. Au secours, quoi. D'accord. Et oui, mais t'as raison. D'ailleurs, si vous vous demandez si c'est bien Indiana Jones, d'ailleurs, je peux en dire deux mots à la suite. Là, j'ai testé un petit peu en stream, donc vous pouvez regarder sur la chaîne de l'Œil Carnivore. C'est hilarant, en fait. Il suffit de laisser tourner, et puis t'as Damien qui fait une gaffe à peu près toutes les 10 minutes. Genre, il doit être super discret, et puis d'un seul coup, il se trompe de touche, et puis il faut un gros coup de lasso en plein milieu de la place. Il y a tous les fascistes qui lui tombent dessus. Exactement. Mais alors, franchement, très chouette ambiance, très jolie, et respectant la licence, on va dire, parce qu'on est dans un jeu infiltration, énigme, etc. On n'est pas vraiment dans un jeu de baston, même si, là, dans le dernier épisode, j'avoue, à force d'assommer des gens derrière, à la fin, j'en avais ras-le-bol de les contourner, j'arrivais, je fais plomb, ta gueule.
Parce qu'il y a un moment, bon, voilà quoi. Mais moi, si je pouvais encore dire juste un petit truc, c'est qu'en fait, c'est... attends, parce que j'ai bien noté. Mais le chat, je t'aime aussi, mais... voilà, donc c'est le studio Tango Gamework qui l'a sorti. Et en fait, j'adore ce logo, parce qu'en fait, c'est une espèce de petit escargot comme ça, et quand il arrive, il chie 3 petits points. On n'est plus vraiment dans le délire. Je sais pas faire le plus. Il chie 3 petits points, mais je trouve ce logo extraordinaire, quoi. Voilà. Ça dénote un peu avec le jeu, mais pourquoi pas. Mais tu vois, mais voilà, donc j'ai tout ça qui me dit, moi, je me dis, je lis chill. pas jeu d'horreur, moi, je lis jeu aventure, solo, one-to-one, explorer. Je fais, c'est bon, c'est trop parti, cool. quoi. Waouh. Et alors je fais waouh. D'accord. Eh bien, on va continuer. Merci, Angela. Avec Merci plaisir. de nous refaire découvrir. Peut-être que je retesterai un petit peu et j'irai voir plus loin dans Ghostwire Tokyo. Nous avons Baudouin là-bas, derrière nous, à la régie, qui va nous parler du retour de Sega et notamment d'une de ses licences phares, Virtua Fighter. Et ouais, lors de la cérémonie des Game Awards qui ont eu lieu la semaine dernière, Sega a teasé un nouveau jeu Virtua Fighter qui sera développé par Ryuga Gotoku Studio, le développeur de Yakuza et Like a Dragon. Ça promet, ça promet. Donc l'événement a eu lieu vendredi dernier vers 6h du matin, mais merci à toi Benjamin de m'avoir renvoyé la vidéo parce que j'étais en total PLS et j'ai envie de vous dire qu'une seule chose. Virtua Fighter 5 is finally back. C'est ce que ça s'est passé il y a tout juste une semaine. Alors, ce Virtua Fighter 5 Project, vous allez me dire, c'est quoi VF5 ? Moi, je vous dirais plutôt qu'à cette épique époque du jeu de combat de 3D, il y avait Tekken, Dead or Alive. Mais plus tard, il y avait aussi Virtua Fighter. Selon moi, entre parenthèses, évidemment, qui est le jeu de combat numéro 1. Non pas parce que j'ai un tendre amour pour ces 4 lettres, SEGA, Service Game. Mais je trouve que Sega revient en force. Il y a déjà une démo de Virtua Fighter 5 Revo qui est disponible sur Steam et PlayStation 4 seulement pendant 5 jours. Et rassurez-vous, le jeu sera disponible sur Steam pour la modique somme de 15,99 €. À ce point, c'est un véritable secret de polichinelle, mais il y a pas mal de jeux qui sont aussi d'autres jeux qui sont prévus, comme un nouveau Sonic Racing, un nouveau Panzer Dragon aussi qui est prévu dans les bacs, parce que Panzer Dragon c'est dans mon cœur, je vous le dis, et surtout un Virtua Fighter 6 qui sera prévu aussi. Donc là, pour le moment, on se met sur les babines Virtua Fighter 5, mais pas de nouvelles pour Virtua Fighter 6. Moi, je tenais à vous dire un truc, Sega, je vous aime. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi, Sega. C'est beau, quelle déclaration. Ça a marqué une génération. Ah oui, non, c'est clair. Est-ce que tu t'es fait tatouer, Sega, sur... Non, mais j'aimerais bien me tatouer Pai-chan. Et dans mon bucket list, moi j'avais le Sega Tower. Moi je voulais aller voir le Sega Tower. Voilà. Et alors, t'as pas vu ? Ça a fermé. Ah bon ? Moi, je suis pas encore. Et donc, confinement, ravage. Il va y avoir des... Alors, le jeu, pour l'instant, est disponible sur Steam gratuitement. Mais je crois que c'est fini parce que je crois que c'était hier le dernier jour. La bêta, c'était le dernier jour hier, quoi. D'accord, mais 19 €, c'est pas cher pour un jeu de 16 ce €. type-là. 15 €, non. Oui, on va dire 16 €, ok. C'est pas cher pour... Ah non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est parce que aussi, ce jeu a plus de 30 ans. Aussi, il vient de fêter ses 30 ans. Et donc, je pense que il le réédite pour l'occasion. Je pense que c'est aussi intéressant de refaire une réédite avant le Virtua Fighter 6. Ouais, c'est ça, et chauffer le public pour C'est pour attirer le chaland. Oui, avec voilà, un quoi. petit goût de nonchalant. On a mieux après, mais pour l'instant, vous allez vous contenter de ça. Ouais, alors moi, du coup, je l'ai pris. Alors, ce qui est intéressant dans cette bêta, voilà, dans cette bêta, on peut jouer en ligne avec ses potes, quoi. Donc, c'est quand même assez chouette. Et voilà, c'est fini. Donc, il faut attendre le 25 janvier. Et par rapport aux autres canons du genre, alors il y a Tekken, je crois que... Oui, Angela, on est toi, Tekken. Moi, je suis Tekken, moi. Tekken, c'est naze.
Laurent, t'es moi j'aime assez bien les jeux combat comme ça. Ouais, mais moi c'était plutôt sur. Alors c'était Soul Calibur. Ah ouais, Mortal Soul Kombat, Calibur, j'adorais Soul Calibur. Soul Calibur, j'ai beaucoup Et il ressort. joué. Figure-toi J'ai beaucoup qu'ils ont mis un Witcher dedans. Et donc il y a Yoshimitsu et ils ont rajouté The Witcher dedans aussi. En fait. C'est vrai que c'est un personnage qui peut fonctionner complètement dans Soul Calibur. Mortal Kombat Je sais pas aussi. si vous vous souvenez de ce jeu qui était sorti où les mecs avaient tout dessiné à la main pendant 2 ans. Ça s'appelle Skullgirls. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, mais... C'était vraiment ça, c'était inspiré des Mortal Kombat, des trucs comme ça, mais sauf que les mecs avaient fait un jeu... Toute l'animation... Toute l'animation était faite à la main, l'ancienne, quoi. à la main. C'est un beau boulot. Skullgirls, et ça se voit, mais ça vaut son petit détour. Régulièrement, il est sur Steam à 5 €. Ah, je vais regarder ça. On va regarder pour ça. les amateurs de jeux de combat. Alors, moi qui ne suis pas un amateur de jeux de combat, j'ai moi non adoré plus. Skullgirls pour la qualité du dessin. Tu me mens. Moi non plus. Et donc par rapport à Tekken, alors t'en penses quoi? C'est très différent parce que c'est pareil là. Mais ça n'a rien à voir avec Tekken. Là, on est vraiment sur une simulation de combat. Ah d'accord. On est vraiment sur une simulation de combat. Défense, point, attaque, point, pied, c'est tout. Il y a pas de... Voilà. Oui, c'est ça, on est vraiment... On fait pas des boules de feu. On est sur du basique. On est sur du basique. Ouais, c'est vraiment ça. On reconnaît vraiment la simulation de jeu. Tekken, c'est pas la même chose. Non, parce que bon, c'est pas comparable. Non, d'accord, Baud, d'accord. D'accord, ok. Et de toute façon, Virtua Fighter 5 est sorti avant. Virtua Fighter est sorti avant Tekken. Et donc les mecs qui ciblent le e-sport, la compétition? Alors oui, il y a une compétition Virtua Fighter 5 en Evo aussi. Donc ça, c'est les compétitions mondiales qui ont lieu chaque année. Donc voilà, et ça c'est le match que vous pouvez voir avec Correcto, Benjamin. Correcto. Voilà. Coco Correcto. Voilà, comme vous pouvez voir là, c'est mon personnage préféré, Pai-chan. Pai-chan, c'est toi. Oui, donc, ton futur tatou. Oui, mon futur tatou. Voilà. C'est vrai qu'il y a un petit air de famille, moi je trouve. Mets des couettes pour voir. C'est la souplesse. Pai-chan, c'est la souplesse. Enfin voilà. Tu me demanderais Street Fighter, je prendrais Chun-Li. Et dans King of Fighter, je prendrais Mai. Ok, je prends que des chinoises. Je suis désolé. C'est comme ça. Eh ben super, merci. Et tu voulais nous parler un petit peu de... Ah bah oui, si, tu nous as dit les prochains jeux prévus par Sega. J'attends Panzer Dragon. Panzer Dragon. Et c'est quoi comme type de jeu, Panzer Dragon? Panzer Dragon, il faut imaginer que c'est un Space Harrier en mieux. Un Space Harrier, alors d'accord. Tu vois Afterburner? Alors oui, ça je me souviens. C'est un peu des avions. Oui, mais c'est un peu la même chose mais avec un dragon. D'accord, ok. Un jeu de pilotage de dragon. C'est ça, et tu tires sur des cibles. Parce que moi, ça m'a beaucoup fait penser au niveau du design du jeu, beaucoup à Space Harrier et justement Afterburner. D'accord. En fait, ça dit bien ce que ça veut dire, en fait, Panzer Dragon. Voilà. Sauf que sinon, Panzer, c'est plutôt un tank. Oui, mais justement, c'est un tank aussi. Ah oui, c'est un tank volant. Ah oui, c'est vrai. Un tank volant. C'est vrai que les dragons volent. On est d'accord. Voilà, et là, comme vous pouvez voir, je viens de me faire battre 2-0. Tu viens de te faire latter. Elle est mignonne, mais voilà. Oui, mais elle se bat bien, ne t'inquiète pas. Elle peut faire des trucs qui s'appellent des remontadas. Ok, bon à bientôt. Ça donne envie, bientôt des streams Virtual Fighter sur. Et pas de coups spéciaux, c'est ça qui est chouette, quoi. Pas de Hadouken, pas de Super Tatsumaki. Et là, on parle vraiment d'un jeu de combat à la dure. Ça va, je vais l'installer, je te prends en vieux. T'as bien l'air confiante. Je suis hyper confiante. Bientôt sur le canapé. On va mettre le En canapé tout au cas, ça studio donne ici, si voilà. vous voulez, on vous filme en train de vous hyper faire. Ouais, ça va être cool. Effectivement, c'est un projet avec Julien de se faire des soirées stream à plusieurs, fighting et autres jeux à la con. Fighting. Ouais, moi je suis pour le fight aussi. Ça dépend. Avec Wood, on s'était dit qu'on allait faire du Rocket League, mais après, Rocket League, avec Damien, on avait parlé de se tirer dessus avec des vers de terre aussi. Ouais, voilà, Worms. Ah oui, Worms. Ah bah oui. Tetris, hein. Tetris, ouais. Tetris. Bah voilà, il y a plein de choses à faire. Voilà. Championnat de Tetris à non peut-être. Voilà. Oui, alors non, on va se faire. Justement, il fallait que je range le studio. Écraser. On va se faire écraser, ça, on n'en parlera pas. Ok, merci Baudouin, merci beaucoup. Et on enchaîne absolument sans transition. Si, on reste au Japon en fait, c'est ça la transition. C'est voilà, on reste au Japon et on parle de Hawkeye aussi d'ailleurs, parce que là-dedans,
Il y a plein de créatures surnaturelles, mais pas seulement. Il y a des ovnis. Je veux parler de Dan. Allez, vas-y. T'as même pas besoin de Julien, lancer non. la bande son. On a Angela qui est parti. Voilà. Oh, j'ai vu le premier épisode. Moi j'écoute tous les jours. Ouais, je vais le rajouter dans ma playlist Spotify, hein, obligé. Et graphiquement, pour ceux qui nous entendent en audio, c'est vraiment ça envoie. Qu'est-ce qu'ils sont kitsch ces japonais. J'adore. C'est excellent. Aïe. Aïe. Je veux dire que vous savez pas ce que je subis quand je joue à Tetris. Voilà. Ça va aller. Tu t'en sors bien, tu t'en sors bien. Le jour où tu commandes des sacs en papier, je commence à m'inquiéter. Mélodie. Voilà. Donc Dan. Bon, il y en a déjà une qui est à fond là. C'est bon. C'est toi qui aurais dû. Mais je t'avoue que j'y ai pensé à un moment. Bah, tu m'étonnes. Donc, c'est un manga écrit et illustré par, tu sais, Yukinobu Tatsu. Alors, Yukinobu Tatsu, c'est en fait Dan, c'est son premier vraiment hit. Il avait écrit d'autres choses avant. En fait, il a travaillé pour plusieurs mangaka. Il a essayé plein de choses, il a fait quelques petites séries qui n'avaient pas vraiment fonctionné. Et puis à un moment, il y a son éditeur qui lui dit mais arrête de te prendre la tête, écris ce que tu veux. Et il a sorti, je crois, 4-5 pages directes de ce manga. Et puis là, la sauce a pris. La sauce a pris vraiment. Alors au Japon, c'est un vrai phénomène. Ah ouais. C'est exagéré. un truc énorme, mais vraiment, c'est un des plus gros carton hits de l'année 2024, quoi. Même plus que c'est ça, 2021, quoi. c'est 2021 que ça a commencé. Le manga. L'animé, quoi. C'est vieux. L'animé, Le manga. c'est très jeune. Le manga est de 2021, bah pas vieux, hein, c'est pas très long. Et l'animé date de 2024, quoi. Octobre 2024, il vient de sortir. Mais en fait, ce qui est rigolo entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un énorme carton au Japon. Donc, au moment de l'importation en Europe, évidemment, les différentes boîtes. Casa, pas Casa, comment Kazé. Kazé, merci pas Casa, c'est pas tout Casa, à fait c'est le pas la même délire. chose. Casa, tu achètes tes tout le monde a articles essayé online. de récupérer le. Tout le monde a essayé de récupérer le truc. Et parce que c'était un carton intersidéral au Japon, sauf qu'ils l'ont pas du tout bien marketé pour notamment la France. Et en fait, il a été mis comme manga en disant ouais, c'est un carton au Japon et ils l'ont diffusé à tout le monde. Sauf que ce n'est pas un manga pour tout le monde. Ah non. Pour tout le monde. Ah non. Vraiment pas pour tout le monde. Un mec qui cherche sa boule, quoi. Enfin, ses boules. Merde. Et pas avant, il cherche sa banane. Ça s'est pas déjà vu un mec qui cherche des boules Pas comme ça, tu sais. Quoique, c'est des boules dorées. Il y a un truc. Il y a un Dragon Ball. Dragon Ball. Il en a combien des boules? 2. Ah oui, on parle de ces boules. Non, on parle de ces boules, vraiment. D'accord, oui, je vois. Il cherche sa banane avant, c'est pour l'indice. Non, et en fait, parce que ça a été mis en pub partout, etc., des gens qui n'étaient pas du tout préparés à voir ce type de manga se sont retrouvés avec ça. Et se sont dit, ça fait la promotion du viol, parce que, effectivement, au début, tu as une scène un peu particulière sur laquelle on va revenir. Et donc, en gros, il y a eu un gros bad buzz au moment de la sortie française, ce qui fait que ça n'a pas rencontré le public et le succès. Choc culturel. Voilà, je vais dire ça. Voilà. Choc culturel, c'est tout. Et alors, c'est quoi Dan. Merci. À chaque fois, c'est quoi? Plus besoin de jingle. C'est la force du jingle. En gros, c'est 2 lycéens, Momo Ayase
C'est ça, comme ça, son nom, c'est Ayase, ouais. Et Ken Takakura. Parce que c'est son vrai nom en fait au final. Hein. Il l'appelle parce que là parce qu'il l'appelle pas comme ça en fait. Il l'appelle Okuru. Okuru. Ouais, un truc dans ce genre là quoi. Donc en fait Ken et Ayase en fait ils sont pas d'accord. Ils sont pas potes déjà à la base. Ils sont pas potes déjà. Rien à Déjà, voir. Ayase, c'est un peu la nana mignonne, etc. Casse-à-court et tout. Et lui, c'est un vieux geek qui est avec ses bouquins sur les ovnis, etc. Sauf qu'à un moment, elle voit qu'il est en train de se faire bolosser et elle intervient. Elle intervient, elle a un peu pitié de lui, elle intervient et puis elle se fout de la gueule des gens qui se foutent de sa gueule. Et lui croit que c'est parce qu'elle croit, elle aussi, aux extraterrestres. Et elle lui dit, mais non, pas du tout. Pas du tout, les extraterrestres n'existent pas, c'est les esprits qui existent. Quoi, les esprits qui existent? Mais pas du tout, c'est les extraterrestres. Ils sont pas d'accord. Et donc, chacun, en fait, il se monte le bourrichon et donc chacun va aller pour Ayase dans un endroit où on a vu des extraterrestres et lui dans un endroit où on a vu un esprit. Donc en fait, si tu veux, l'un entraîne l'autre pour dire voilà, moi je te prouve que moi ce que je dis est vrai, donc je t'emmène et toi tu m'emmènes dans ton truc pour me montrer si c'est vrai. J'ai vu le premier épisode. Ouais. Évidemment. C'est comme les gilets jaunes, c'est la convergence des luttes. Voilà, c'est la convergence des luttes. Évidemment, ils ont tous les deux raison. Les extraterrestres existent et les esprits aussi. Et les esprits aussi, évidemment, avec notamment la grand-mère de Momo. La grand-mère qui est hallucinante. Là, je veux pas, elle est terrible. Il s'appelle Baba. Ça, c'est, on va dire la grand-mère méchante. Ah oui, Petit oui. chat, c'est Baba. Oui, ça c'est Baba. C'est la mangeuse de boules. C'est Mémé Turbo. Mémé Turbo. Mémé Turbo. Ouais, Mémé Turbo. Mais vous allez voir. Alors, oui. C'est la voleuse de boules, hein, c'est Mémé Turbo. Parce que moi, je voulais en venir justement à cette perte de boules. C'est Mémé. Alors, c'est la faute à Mémé. non, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que en les gros, extraterrestres veulent la banane et Mémé veut les boules. Mais c'est ça en plus. Plus ou moins, ouais, c'est ça. En fait, les Les extraterrestres. enregistrements de ce podcast n'ont aucun sens. Il y a des suites de mots sans connexion. Les extraterrestres, effectivement, cherchent à envahir la Terre et pour ça, ils pensent qu'ils doivent récupérer la banane. Et donc, voilà. Ce qui est génial, c'est que en fait, c'est un manga survitaminé avec alors une vraie histoire de fantômes, d'extraterrestres, machin. Il y a vraiment tout un truc. Tu te demandes un et tout. peu qu'est-ce que les extraterrestres sont là. Ah oui. Non mais d'accord. Tu te demandes pourquoi. Ça, c'était une autre histoire. Mais en tout cas, ils sont là. Et en même temps, il y a une romance. Une vraie romance, etc. Et ce que j'ai trouvé ça assez juste, c'est vraiment des comportements d'adolescents au milieu de toute cette histoire, qui sont assez crédibles, etc. Je trouve que justement, ça ramène de la réalité finalement dans ce foutoir de... Oui, parce que par moments... et même visuellement, dans les couleurs et tout, par moments, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Oui, parce que graphiquement, alors on le voit dans le générique, mais ça part dans plein de trucs, plein de délires graphiques, plein de choses. C'est vraiment très chouette. C'est très riche et c'est vraiment chouette à ce niveau-là. Alors c'est le studio je ne sais plus. Voilà, au sein du studio Science Saru. Alors pour les aficionados, apparemment ils ont fait plein d'autres choses super chouettes, mais moi, je suis pas assez pointu en manga, mais apparemment c'est un bon studio. En tout cas, les fans de Dan. était content que ça soit ce studio et effectivement le travail graphique est super chouette. Il paraît d'ailleurs que l'histoire de l'animé et l'histoire du manga sont pas exactement les mêmes. Ouais. Donc moi ça m'a donné envie d'aller voir le manga. Franchement, je pense que je vais me le taper. Pour voir ce qui se passe. Et ce que je trouve bien aussi, c'est que les histoires sont pas à rallonge. Franchement, chaque épisode avance vraiment, en fait. Et tu te demandes ce qui va arriver par la suite, etc. Chaque truc, il y a combien 8 épisodes. Le 9 arrive demain. Ouais, le 9 arrive demain. Okay. Le final, je pense. De la saison. Hein, ouais, le final de la saison. Ouais. Et il s'est passé plein de choses. Oui. Donc c'est ça qui est chouette aussi. Et ils sont plus tout seuls, ils sont plus que 2 maintenant. Il y a plus de gens qui ont rejoint la bande. Oui, voilà. Et tout aussi cinglé. Oui, c'est ça. Tout aussi cinglé. Mais franchement, très très bonne surprise. Je remercie Seb de m'avoir mis la puce à l'oreille sur ce manga. C'est grâce à lui que je me suis dit, ah tiens, je vais regarder.
J'en profite pour dire que cette idée de deux gamins qui sont pas d'accord sur le fait est-ce que c'est des extraterrestres ou est-ce que c'est des robots, parce que dans ce cas-là c'est des robots. Ça vient d'une histoire de Larsenet et Trondheim. Ça s'appelle Les Cosmonautes du futur et c'est deux gamins. Je crois que la petite fille elle dit non, tout le monde est des robots autour de nous, et le petit garçon dit non, en fait les extraterrestres existent. Et évidemment, les deux existent. Ils ont tous les deux raison. Et voilà. Et ça part sur toute une histoire. C'est une BD. Et Trondheim, c'est la bande à... Bah, c'est la bande à Trondheim et Larsenet, parce que bon, c'est deux stars quand même maintenant de la BD. Et ils ont fait une série de 3 tomes qui s'appelle Les Cosmonautes du futur, tous les deux. Et c'est vraiment chouette. Ça se lit de 7 à 77 ans sans problème. Moi, j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, c'est drôle. Et c'est pareil. Bah, c'est un peu du n'importe quoi, parce qu'effectivement, leur monde est fait tout autour d'eux, c'est que des robots. Et les extraterrestres existent. Donc, bah, voilà. Je ne sais pas si Yukinobu Tatsu a lu, parce que ça date d'avant Les Cosmonautes du futur, mais franchement quand j'ai vu le pitch je me suis dit ah bah ouais c'est le même principe. Après ce genre d'idée voilà ça serait pas la première fois hein, des mangaka lisent des auteurs de BD européens. En plus ce qu'il faut savoir c'est que lui est fan de cinéma et notamment de cinéma européen, etc. Il est fan de nanar aussi. J'adore les nanars. Voilà. Donc ça serait pas complètement. En plus, la BD francophone, elle a assez la cote au Japon, en tout cas sur les mangaka. On sait l'influence de Moebius au Japon, par exemple. Oui, Métal Hurlant a beaucoup. Oui, voilà, Métal Hurlant, etc. Donc c'est pas impossible. Après, de toute façon, c'est une super réinvention du truc. Et ça part. Regardez-le, ça vaut le coup. C'est vraiment chouette. Voilà. Moi, je rajouterais juste un petit truc, c'est que en fait, le groupe qui a fait la bande-annonce, c'est Creepy Nuts. C'est un duo en fait. Donc c'est un MC. Un qui a gagné un concours de rap, je sais pas quoi, plus un DJ MC aussi. Ils sont que deux et en fait ils sont en train de cartonner dans tout ce qui est dernier manga. Ils ont aussi beaucoup dans Mag aussi, ils ont fait la bande annonce. Donc c'est un petit groupe à tenir à l'œil, très franchement. Creepy Nuts. Creepy Nuts. Creepy Nuts. Creepy Nuts. Creepy Nuts. Creepy Nuts. Où est-ce qu'on peut voir Ah oui, alors chose très étonnante et c'est là où tu vois que le manga vraiment est très très fort, en tout cas au Japon, et donc les gens se l'arrachent parce que c'est pas une exclue. On peut le voir sur Netflix, ADN et Crunchyroll. Donc les 3 le long. Donc allez-y. C'est sur Netflix que je l'ai vu. Mais oui. Voilà. Donc pour une fois, c'est un manga qui est assez accessible et que vous pouvez voir facilement. Donc voilà. N'hésitez pas. Sans a priori, s'il vous plaît. Franchement, aucun a priori. Oui. Alors, il y a le côté sexualisation qu'on peut aborder. Sans a priori, j'ai dit. Non, mais en fait, qui n'est... je sais pas comment le dire, mais qui sert l'histoire en fait. Oui. Et donc qui n'est pas juste. Alors c'est marrant parce que j'ai découvert à cette occasion, en regardant un petit peu ce qu'on disait autour de Dan. Dan. J'y arriverai pas. On appelle ça du fan service. Oui. Et je savais pas qu'on appelait ça le fan service, le côté où c'est les mini jupes, les nanas à moitié à poil, etc. C'est une demande. Alors, il y en a, mais hommes comme femmes se retrouvent à poil, ça c'est une première chose, et ça sert l'histoire. Alors certes, mais évidemment c'est des jeunes filles. Alors je sais pas comment le dire mais j'ai pas, à aucun moment j'ai l'impression que c'est du bête voyeurisme en fait, complètement gratuit, etc. Mais c'est dedans. Et effectivement la scène où elle est en sous-vêtements accrochée. Et t'as les extraterrestres qui veulent lui en retirer son utérus. Ah, je me suis endormi. Voilà. Effectivement, là, celle-là, elle est creepy, mais elle fait partie du scénario. Et puis bon, elle leur casse bien la gueule après. Et puis de manière bien violente. C'est bien. Du coup, les féministes auront quelque chose à dire aussi. Mais voilà. Jusque-là. Non, mais je trouve que voilà. Il y en a pour tout le monde. Non, franchement, ne vous arrêtez pas. Vous arrêtez pas à ça, et ça marche super bien. C'est vrai que bon, la grand-mère ou des choses dans le genre, mais allez-y, regardez-le, c'est un vrai plaisir. Ça faisait partie du truc.
Oui, dans Ranma, ça faisait partie du truc, effectivement. Voilà. Réédité, Là, d'ailleurs. c'est un peu plus que Ranma, quand même. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Après, c'est vraiment, d'après ce que j'ai vu, effectivement, il y a déjà des élèves japonaises qui s'habillent comme ça, etc. Je veux dire, c'est pas non plus complètement fantasmé ou quoi que ce soit. C'est pas, voilà. Moi, typiquement. À côté d'où j'habitais avant, il y avait la Vierge Fidèle. Si vous regardez l'uniforme de la Vierge Fidèle, qui est une école catholique, tu te dis c'est un esprit libidineux qui a fait cette... Non mais franchement, tu vois, c'est hallucinant quand même quand tu y réfléchis, ces histoires d'uniformes. Mais bon, ça c'est un autre débat. À garder sur le coude pour la prochaine semaine. Exactement. Mais je crois qu'on a une vague idée de ce à quoi ça peut ressembler. Mais ce qui est bien aussi, c'est de se dire que voilà, le héros, quelque part, c'est pas non plus un super beau gosse. Alors, il est pas mal en soi, mais c'est pas un super beau gosse. C'est super introverti, des petits geeks dans son coin. Tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment ? Justement, c'est marrant parce que c'est classé comme un shonen. Ouais. Mais à la base, ça devait être qu'une héroïne fille. En fait, il a dû mettre le garçon. A priori, les scènes plus dénudées du début sont surtout pour accrocher, pour faire en sorte que les gens adhèrent et puis continuent à regarder la suite, parce qu'après, ça se calme un peu quand même. Heureusement. Voilà, heureusement. Quoique épisode 6. Donc à la base, il y avait pas le personnage masculin, mais en fait, le duo marche extrêmement bien. Et alors, par rapport au personnage masculin, ce que je trouve génial, c'est qu'au fur et à mesure, il se transforme. Et suivant, en fait, l'assurance qu'il a, il régresse, etc. Le fait qu'il change de coiffure, etc. T'as plein de trucs comme ça. Le côté déprimé, tu vois. Oui, ça c'est très fort. Ouais. Putain, fais chier, quoi, je vais y aller, quoi. C'est très bon. Ce qui n'est pas du tout son caractère de base, quoi. C'est vraiment l'opposé, quoi. Non, mais c'est, voilà. Regardez-le, c'est un vrai plaisir. Vous allez passer un bon moment. Et voilà. Et je pousserai même encore plus loin, parce qu'il y en a un qui a poussé le vice. Donc j'ai vu ça passer dans mon fil d'actualité. En fait, dans Dan, il y a plein... Ouais, t'as vu. Il y a plein de mini-références à d'autres mangas, en fait. Et là, je vous laisse chercher. Franchement, j'en ai vu quelques-uns, je me dis, oh, mais c'est vrai. Mais voilà, c'est intéressant de voir ça aussi. Non, puis il y a... de toute façon, on va pas y rester pendant des heures, mais il y a... On pourrait. Mais ce qui est génial aussi, c'est que, comme d'autres mangas avant, on passe de quelque chose... Alors, je n'allais pas dire réaliste, mais c'était le collège Foufoufou. Oui, voilà. j'adorais ça. Vous vous souvenez du collège Foufoufou où il y avait les personnages tout débiles, ils devenaient tout petits comme ça. Là. Tout petits, puis ils s'énervaient des caricatures d'eux-mêmes. Et t'as ce genre de truc dans le manga où tout d'un coup, voilà, il y a plein de choses graphiques. C'est la première chose que j'ai reconnue, moi. C'est vraiment ça, le collège Foufoufou quand j'ai vu le premier épisode. Je pense à ça. Vous connaissez Abenobashi ? Non. C'est deux gamins dans un quartier. Qui va être détruit et du coup ils piquent les statues du quartier, ça les emmène dans un monde parallèle comme ça. Et en fait chaque épisode est sur un thème, donc ils sont dans un monde médiéval, ils sont dans le futur, ils sont chez les aliens, etc. Et chaque épisode est dans un style graphique différent. Ah chouette, et c'est quoi ? Et ça s'appelle ? Ça s'appelle Abenobashi. Abenobashi. Je sais pas le dire correctement, mais je vais demander l'aide d'Angela. Oui, d'accord. Abenobashi. Oui. Voilà, on mettra la référence. Abenobashi. Désolé, je savais pas quoi dire, il fallait que je rebondisse. Abenobashi Magical Shopping Street. Abenobashi. On va se regarder ça, un de ces quatre. Voilà, c'est noté. Je sais pas où. Si vous êtes amateur du collège Foufoufou et que vous faites le parallèle avec ce qu'on vient de dire, je crois que ça va vous plaire. D'accord. Je vais regarder quand même une image, je vais me dire, je connais pas tout. Parce que des fois, avant de connaître les noms, je connaissais les images. Ok, de toute façon, voilà, n'hésitez pas. Allez-y, c'est du bon. Une recommandation avec Carnivore et Angela. Carnivore approved. Yeah. Et on continue avec quelque chose d'un peu plus discuté qui s'appelle Secret Level. Oui, parce que là, ça faisait l'unanimité. Voilà. Secret Level par Julien, qui vient d'arriver sur Prime. C'est quoi Secret Level ? Alors, Secret Level. Oui, je te balance comme ça là. On pourra regarder. Oui, je pas du tout. Comme d'habitude, je vais prendre mon anti-sèche. Donc, en gros, c'est par le créateur de Love, Death and Robots. Le producteur de Love, Death and Robots. Donc, il s'appelle Timothy Miller. Voilà. Qu'on avait pu voir sur Netflix à l'époque. C'est ça, voilà. Donc là, c'est Amazon Prime qui l'a récupéré. Et
Je pense que ça fera partie du fait qu'il ne fait pas l'unanimité. Mais genre déjà, quand j'ai raconté le truc à Damien ce matin, on n'était pas d'accord. Vas-y. Je viens ici jeter le truc, le pavé au milieu de la mare, justement pour que ça fasse des vagues et qu'on voit ce que ça fasse. Ouais, ça se retrouve aussi. Sur Rotten Tomatoes, par exemple, je vois qu'il a fait, au Tomatometer, il est à 67%, alors qu'au Popcorn Meter, il est à 83%. Donc les gens ne sont pas d'accord, quoi. T'as ceux qui lui mettent un petit son bizarroïde. Ouais. C'est fini. C'est fini. Je m'en occupais, les gars. Voilà. Donc c'est une série en 15 épisodes. C'est une sur le anthologie. thème des jeux vidéo. Et c'est là où je pense où c'est... peut-être les gens attendaient, comme dans Love, Death and Robots, une grande variété créative, peut-être une plus grande variété créative, où... là, on est dans un format... Love, Death and Robots, on était sur des épisodes de 6 à 20 minutes. Ici, on est sur des épisodes qui font entre 4 et 9 minutes. Il n'y a pas de 12 Voilà, la moyenne, c'est plutôt 5, quoi. Donc c'est des micro-épisodes, quoi. C'est extrêmement court. Et développer une histoire en 5 minutes, c'est pas évident. C'est du challenge, quoi. Faut être efficace, quoi. Voilà, ils sont pas tous réussis de ce point de vue-là, mais en même temps, je pense que il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. C'est pas parce que c'est pas la série qui va révolutionner les adaptations de scénarios de jeux vidéo à la télévision, clairement. En gros, on est dans le format des cinématiques de jeu, quoi. Donc et c'est pour ça que je disais en intro que c'était paf parce que c'est ça. Du coup, en plus, Timothy Miller, il est pas réputé pour il a bossé sur Terminator, il a bossé sur les scènes d'action de Deadpool. On est sur un type qui aime bien mettre en scène la bagarre. Visuel, quoi. Et ça, il le fait très bien. Et les gens qu'il choisit pour travailler sur ses projets, c'est des gens qui viennent de ce monde-là. En plus, là, dans ce challenge qui s'est posé, on n'est pas sur des adaptations de jeux vidéo dont la plupart sont des jeux à scénario. On est sur des jeux d'action et il fait la part belle, chose qu'on avait moins fait jusqu'à maintenant peut-être, aux jeux de console aussi, aux jeux de PlayStation, etc. Voilà. Et donc pour toutes ces raisons, et même si autant sur Sens Critique où la série est en train de se faire descendre en flèche, c'est pareil. Enfin, c'est sur. Mais toi, t'en as pensé quoi? Alors moi, je la trouve beaucoup plus uniforme que tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant de Love, Death and Robots est beaucoup plus varié graphiquement. On avait, en plus, entre-temps, on a aussi eu les Spider-Man Multiverse, etc. Donc ça s'était poussé. Voilà, on a plein de gens qui rameutent autour d'eux, plein de graphistes avec des styles différents et qui arrivent à faire des choses cohérentes autour de ça. Et donc ça crée de la richesse. Là, on a l'impression d'une belle bande démo pour Unreal Engine. En 15 épisodes, quoi, si tu veux. Il y a quelques variations, évidemment. L'épisode de Spelunky ne ressemble pas du tout à l'épisode de Warhammer 40 000. Mais c'est ça, le Warhammer 40 000, j'aimerais bien le voir quand même, parce qu'effectivement, ça doit envoyer, quoi. Voilà, mais c'est là où ça rejoint l'esprit de Love, Death and Robots, c'était aussi de démontrer que c'est les jeux vidéo, on vieillit tous avec, et donc ça s'adresse plus qu'aux jeunes. Et donc tu peux avoir des drames du sexe, de la violence, et ça touche tous les publics. Et donc là, pour le coup, c'est les gens qui jouent à Unreal Tournament, ils viennent pas voir une histoire de petites fleurs avec un happy end, quoi. Enfin, si tu veux. C'est vrai. Mais alors, effectivement, là, tu te retrouves avec des jeux. Tu parles d'Unreal Tournament. Il y a alors, un je vais épisode... citer un peu les jeux. Hein. Il y a Donjons et Dragons. Bon, ça encore, c'est. Alors, c'est là, bizarre pour le coup, d'ailleurs parce que RPG c'est pas histoire, vraiment. Donjons et Dragons n'est pas un vrai jeu de. C'est un jeu de rôle à la base. C'est pas un jeu de rôle. C'est pas un jeu vidéo. Il aurait fait Baldur's Gate ou ils auraient fait je ne sais pas quoi. Tu vois, ça aurait été une adaptation réellement là, Donjons et Dragons, et je crois pas qu'il y ait même un jeu directement estampillé Donjons et Dragons. Mais peut-être je me gourre. Attends, mais est-ce qu'on n'a pas un extrait ou on ne regarderait pas un oui, extrait? On peut regarder un petit extrait de la bande. Ah oui. Alors elle dure 13 minutes, non 3 minutes, on va peut-être pas la regarder en entier, mais comme ça on va voir. Oui, au moins comme ça. Un épisode c'est 5 minutes, donc 13 minutes c'est 2 épisodes. Est toujours en moi. C'est elle que je combats à présent.
Je dois vivre avec elle sans cesse et l'affronter. Je ne gagne pas toujours, malheureusement. Qu'es-tu prêt à risquer? Jusqu'où es-tu prêt à te battre? Combien de vies es-tu prêt à donner pour découvrir ce dont tu es capable? Ça, c'est peut-être le slogan qui vendait du rêve, hein, des histoires novatrices. Non. C'est peut-être pour ça que les gens sont déçus. Tous les instants, une chose menant à la suivante, toutes les causes. C'est vrai que là, tous les effets. Voilà, on est sur une anthologie. À chaque fois, c'est un univers différent. Bon, évidemment, ils sont sans doute pas tous égaux. Oh, j'ai vu Pac-Man. Oui, il y a Pac-Man. Il y a Pac-Man. Après, il y a peu de jeux très très forts en fait. Ouais, parce que ça, c'est à la. Parce que le Warhammer 40 000, typiquement, c'est un univers comme Donjons et Dragons, en fait, au final. Hein, c'est pas forcément un jeu en particulier. Oui. Il y a même un jeu qui, entre le moment où ils ont signé la prod et le moment où ils ont fait l'épisode, a été un flop total. Je crois qu'il est resté moins de 2 mois. Ah oui, Concorde. Concorde, ouais. Exactement. Ouais. Donc c'est. Vous me demandez. Hein. J'en avais même pas entendu parler de celui-là. Bah oui, on a dit moins de 2 mois. Voilà. C'est bien. Mais Baud l'a Baud, capté. il a bossé le sujet avec Lui, tout le monde c'est- avant de venir. De rien. Mais et Voilà. c'est pas parce qu'ils se seraient trompés de format? Je pense que le format très court, Ça leur dessert, quoi. Ça les dessert en l'occurrence parce que les gens s'attendent à des scénarios construits alors qu'en fait non, c'est vraiment un terrain de jeu pour montrer le talent quand on donne. Là, l'important c'est que en gros, il s'est pas entouré de gens qui viennent du monde du cinéma, il s'est entouré de gens pour construire ça qui sont tous des directeurs artistiques du jeu créatifs, vidéo, quoi. des créatifs du jeu vidéo. Donc il leur donne les moyens de faire ce qu'ils n'ont pas le temps de faire en une cinématique de 30 secondes ou d'1 minute. Et pour eux, c'est plus d'espace que ce qu'ils ont d'habitude. C'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre. Et derrière, c'est tout le voice actor. Et donc Oui, il y a quand même quelques. Voilà. grands Je vais nombres citer quelqu'un, derrière. mais il y a Schwarzenegger, il y a Keanu Reeves, il y a Emily Swallow, Laura Bailey, qui a c'était comment Là, tu t'es lancé sur un truc. le jeu avec l'adolescente là, qui fait les photos. Là. Alone, non pas Alone, Strange Things. Non, de Dontnod. c'est quoi? C'est Strange. Bref. Stranger Things? Non, c'est un autre jeu. Live is Strange. Voilà, merci. Voilà, Live is Life is Strange. Strange. Il y avait du Strange dedans, tu vois. J'étais pas loin, il y avait du Strange. Strange Life. À 4 cerveaux, il y a moyen. On y arrivera. Une seule par cerveau. Et donc voilà, le mec leur donne un terrain de jeu pour leur dire voilà, on vous donne les acteurs, on vous donne l'audience de Netflix ou de Prime, enfin en fonction de qui a signé pour l'acheter, et voilà, montrer au monde, aux gens qui jouent pas à vos jeux. Moi, honnêtement, de tous les jeux qui viennent d'être cités là, je crois que les seuls auxquels j'ai joué, c'est Pac-Man et Outer Worlds. Ouais. Et pourtant, j'ai avalé j'ai pas fini, hein. Il y a 15 épisodes, j'en ai fait 11. Ça va. Ouais. Peut-être que c'est tellement. Quand on voit les images, c'est tellement riche, c'est tellement visuel et ça transporte tellement dans un monde que les gens sont peut-être un peu frustrés de ne pas avoir une rester sur histoire la fin, qui suit quoi. derrière. Mais en fait, j'ai même pas envie de jouer à ces jeux. J'apprécie le travail. Non, par rapport au format court, je veux dire, de la série. Moi, je sais pas. Moi, j'ai vu que 2 épisodes. J'ai vu celui de Donjons et Dragons, qui est le premier, et j'ai vu le Pac-Man parce que c'était celui que je me suis dit. Mais quoi T'as cherché en fait vraiment. Oh, celui-là, c'est bien. Je me suis dit bon, ok, allez, parce que le Donjons et Dragons m'a vraiment pas convaincu. Alors là, dans le genre cinématique, en plus, t'as une espèce de tranche d'histoire. Un peu bateau, bon, en tout cas parce que moi j'ai fait plein de jeux de rôle, donc t'es sur un c'est la truc, scène classique, c'est la scène de la porte où il faut rentrer. Porte monstre trésor. Porte monstre trésor. Quoi. Ouais, c'est avec le dragon. Non, c'est pas vraiment porte monstre trésor, mais c'est. Pas le trésor. Il y a les monstres à la porte. Il y a le monstre et à la porte. Bon, peu importe. Et c'est effectivement un combat principalement. Voilà, avec une petite scène d'émotion et puis voilà. Exercice pas facile. The Witcher a fait monter le level de ce qu'on pouvait faire en série. Alors, ne me parle pas de The Witcher, la série. Ouais, j'ai vu ses yeux s'allumer, j'ai vu la mitraillette sortir comme ça. Sujet sensible. Qu'est-ce qui se passe?
Vous êtes Tu sur un n'aimes pas sujet The Witcher? sensible. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, parle-moi. De quoi? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec The Witcher? La série The Witcher. Ah, mais c'est une C'est honte c'est une quête. intersidérale. Ouais, par rapport au jeu, je suis d'accord avec toi. Non, mais par rapport au jeu, par rapport au bouquin, par Je suis rapport. d'accord avec voilà. Mais bon, ce n'est pas The Witcher. On ne va pas parler de The Witcher aujourd'hui. Voilà. On va instaurer. D'accord avec toi. Je propose C'était qu'on- pas le bon exemple. On instaure des petits drapeaux, tu sais, des petits drapeaux. Don't speak about that. Fais pas ça. C'est quoi le safe word de la table? Licorne. Mais tu penses pas que s'ils avaient fait une meilleure communication, je veux dire un peu préparer les gens finalement au format et au projet, ils auraient peut-être pas eu ce flop là quelque part. Bah, il a un peu fait son UV Ball sur les réseaux. Il a dit qu'il s'en foutait de la critique. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'était de ne pas passer pour des fans. Bon, en même temps, UV Ball, il a fait pire. Il a mis un ring et il a dit aux mecs qui n'étaient pas d'accord avec lui, venez vous battre avec moi, sans leur dire qu'il était un champion de boxe. En fait, tu leur a pété la gueule. Oh, c'est pas grave. Ok. Lui, il a pas besoin d'aller chercher des boules et une banane. Hein. Et voilà, il n'y a pas besoin. Non, mais pas- alors, là, justement, on parlait de. Non, mais il faut voir Warhammer 40 000, il faut voir Megaman. Non, oui, non, mais c'est ça. Bon, là, tu as une richesse graphique, etc. Bon, le Donjons et Dragons, je l'ai trouvé, bon, voilà, ok, pourquoi? Tu vois, je veux dire, ok, tu as un bout de scénario. En plus, tu qu'un bout de scénario, en fait. T'as pas l'avant, t'as pas l'après. Et tu sais que tu n'auras jamais, en fait. Donc, c'est même. Tu vois, donc il y a un côté frustrant sur le premier. Mais je me suis dit, bon, allez. Allons, c'est correctement réalisé. C'est un tremplin. Le but, c'est pas que les gens se souviennent que c'est Miller qui a produit ça. Le but, c'est que les gens repèrent le nom des gars qui ont fabriqué. Oui, mais il y a quand même un public qui le reçoit et qui le regarde, tu vois. Donc, après, j'ai regardé le Pac-Man. Franchement, ça ressemble à. Ça ressemble à un épisode de Métal Hurlant. On parlait de Métal Hurlant. Oui. Là, on est dans du Métal Hurlant pur jus, quasi. Ça aurait pu être écrit à l'époque, tu vois. Oui, j'aurais tout à fait vu ça, effectivement, dans un épisode de Métal Hurlant. Alors, peut-être pas le meilleur de l'épisode de Métal Hurlant, mais ça fonctionne comme ça. Et graphiquement, bon, ça marche. Après, c'est un peu gratuitement violent, machin, etc. Je pense à comment ça s'appelle la série avec l'homme des cavernes et le dinosaure. L'homme des cavernes et le dinosaure. Prehistoric Man, je ne sais plus. Non, mais j'ai oublié. Je vois c'est quoi. Flintstone. Oui, c'est ce que j'avais en tête aussi. Mais j'ai pas osé. Moi, j'ai pas osé. Je le fais, moi. Non, comment ça s'appelle? Savage. C'est pas Savage? Non, c'est pas Savage. C'est juste un mot primal. Primal, voilà. Primal. C'est quoi ça? Vous connaissez pas Primal? Génial, Primal. Ah, c'est génial. Ah, c'est pas un dessin animé? Si, c'est un dessin animé. Ah C'est une oui, série je de vois, dessins animés où effectivement il y a une certaine violence, etc. Mais qui est pas gratuite. Bah, c'est comme la nudité dans Dan. Dan. On a 8. Là, c'est pas gratuit et machin. Là, j'ai trouvé bon, ok, tac, ça joue là-dessus. Voilà, c'est pour ça que je dis. C'est genre le énième scénario dans Métal Hurlant où le mec se fait plaisir à dessiner des trucs et puis hop, je passe à autre chose. Ça n'a pas de plus de finalité que ça, que le truc où ça me fait marrer de raconter cette petite histoire. Ce qui était très bien dans Métal Hurlant et voilà, ça remplit le jeu. Je sais pas ce que donnent les autres, mais effectivement derrière, je me suis pas dit waouh, c'est chouette et je vais avoir une pépite à chaque. Moi, je propose qu'on regarde. Mais c'est pas grave, en fait. Moi, je vais regarder et à la rigueur, on se fait un round 2. Et quand on a regardé, on donne son avis. Voilà. Je pense que c'est... Après, moi, je suis très critique sur ce genre de trucs parce que je me dis, bordel, t'as de l'argent, t'as les moyens, tu vois, je prends le Donjons et Dragons, t'as les moyens quand même de raconter même une histoire de 5 minutes. En 5 minutes, tu peux vraiment raconter un truc chouette, en fait. Là, t'as pas de début, t'as pas de fin, t'as un espèce de truc au milieu... Pourquoi pas, mais pourquoi raconter ça en fait Parce que tu vois, dans Love, Death and Robots, même si chaque histoire est différente, t'as un contexte, t'as un thème par histoire en fait, vraiment quoi. Et que ce soit le robot en soi, ou que ce soit comment va se dérouler l'histoire, même si c'est pas 1 heure, c'est 20 minutes, point. Ce thème-là, cette histoire. 5 minutes, là, comme ça, je trouve que c'est un peu court. L'idée est bonne, hein, je ne dis pas que l'idée n'est pas bonne. L'idée est bonne. Je vais regarder avant de pouvoir donner mon avis. Je pense que c'est terminal. du free play. Il faut le prendre pour ce que c'est, du free play. Et qu'on a essayé de plaquer dessus, justement,
des choses qui sont beaucoup plus construites, pour lesquelles il y a un budget complet pour vraiment faire une adaptation totale et avec des bons scénaristes, des bons trucs, etc. Et c'est pas une nécessité. Tu peux prendre un projet dont il manque un bout, mais quand même apprécier la qualité du travail. Oui, non, mais éclairagistes là, ou de ce point de vue-là, mais c'est mon défaut. Je critique Inception de Nolan parce que je me dis, bordel, t'as tellement d'argent et t'as si peu d'imagination, quoi. Alors que, pour une fois, c'est un scénario original et il y a une réalisation, etc., quoi. De quoi? C'est très bien, Inception. On a une intervention à l'arrière. Intervention. Licorne. Licorne, attention, on a un sujet sensible là. Moi j'ai compté les points. C'est vrai, Métal Hurlant faisait ça. Métal Hurlant proposait tous les mois. Donc évidemment, t'as maintenant a posteriori les Casa, Möbius, etc. ont écrit cette histoire ce plan d'histoire de la BD et c'est devenu anthologique. Mais au départ, tu sais pas ce qui va marcher. Je veux dire, quand c'est un fanzine d'étudiants, Oui, non, ils essayaient des trucs, ils essayaient des bouts d'histoire. C'est pour ça que ça me fait penser à Métal Hurlant, parce qu'on est quand même assez proche de ce genre de truc où t'as un bout d'histoire, une tranche, et des fois dans Métal Hurlant, t'avais pas le début, t'avais pas la fin, c'était pas grave, parce qu'en fait c'était juste le délire du moment. Parce qu'on est un producteur à succès, comme Miller, qu'on peut pas se permettre de continuer à entretenir autour un bac à sable comme ça et de mettre en avant des jeunes talents autour de ce bac à sable qui sont pas forcément tous évidemment dans un environnement à Eternum c'est pas le truc qui va révolutionner la narration non plus, quoi, mais c'est drôle, quoi. Ok. Allez, je pense je me permets. Nous avons de la ville d'Amazon Prime qui nous dit coucou les amis, bonne émission. Merci. Salut. Merci. Bon bah sur ce, effectivement comme on stream sur Twitch, voilà, si vous avez envie, c'est simple, vous passez le pas directement sur Prime à côté. Oui, mais il était sur YouTube. Ah bon, en plus, ouais, d'accord. La totale. Sur ce, on arrive à la fin de l'émission, là, je pense. Je sais pas combien de temps, depuis combien de temps on stream. 1h28. 1h28. Alors nous streamons exactement depuis 1h23. Eh bien, c'est parfait, ça va faire l'heure et demie qu'on fait habituellement. Donc c'est chouette. Un grand merci à toi, Angela. Mais avec plaisir. De nous faire redécouvrir de Ghostwire. Voilà. Moi, je dis, on a un jingle. Voilà, je pense qu'il y a un truc à faire. Ouais, il y a un truc à faire. Prochaine fois, il faut qu'on parle du projet de Catherine. Ah oui, parce qu'effectivement, il y a Catherine là qu'on a vu de très loin. On aurait dû en parler, mais ça c'était compliqué. On s'est mis voilà, il commençait à être tard et je voulais pas que voilà. Mais Catherine qui vient de terminer ses études de réalisation et qui lance un projet sur les stickers. Et oui, les stickers qu'on colle un peu partout. Ça m'intéresse. Ouais, et elle a plein de choses à raconter là-dessus. Franchement, là, il suffit de lui filer un micro et hop, c'est parti. Voilà, c'est fait. Allez, à dans 8 heures. Alors, elle a ça et Bruce Lee. Bruce Lee aussi, on peut la lancer sur Bruce Lee, c'est bon, elle est partie. Dans 18 jours, oui, c'est ça. Et le reste, on a eu qu'un tout petit échantillon, mais je crois donc qu'il y a... ça sera pour la prochaine émission. On fera une spéciale Catherine. Catherine. Bruce Lee stickers. Catherine Bernard, une jeune réalisatrice pleine de talent qui va produire son deuxième après un grand succès du premier. Qui était sur quoi? Sur les étudiants pendant le Covid. Oh cool, c'est chouette ça comme sujet. Enfin chouette. Prends le micro, Chou, prends le micro. Premier court-métrage qui était sur les étudiants pendant le Covid et qui s'appelait Ras-le-bol étudiant. Eh ben voilà. Excellent. Et on peut le voir où? Sympa. On peut pas vraiment je l'ai uploadé sur YouTube en privé, mais on peut pas vraiment le voir. On le rediffusera à la Galerie Non Peut-être pour sponsoriser et lever de l'argent pour qu'elle puisse produire son deuxième documentaire. Voilà, c'est cool. Avec une jeune fille qui a quand même été primée à Dubaï, à Pondichéry. Plein d'endroits qui sont charmants mais que j'ai oublié, désolé. Elle voyage à travers le monde maintenant. Donc, voilà. Elle est déjà rodée, quoi. Voilà, elle est blasée. C'est bon. C'est pas blasé, c'est juste j'ai oublié, c'était bien. Merci Noran de nous avoir accompagnés. J'espère que tu as apprécié le moment. En tout cas, c'était chouette tes interventions, c'était chouette. Ouais, j'ai vu pour la première fois de ma vie. Ah ouais, ça fait plaisir d'être autour de la table avec vous parce que jusque-là c'était derrière les écrans. Bah oui, c'est époque Covid. Époque Covid, parce qu'il y a les étudiants qui en ont ras le bol du Covid, mais nous
aussi, on a un peu morflé. Donc, on a fait des trucs quand même pendant le Covid. Tout à fait. Mais I'll be back. Yeah, super. Moi, et puis, Julien regarder. pour Secret Level. Merci. Et puis pour le lieu, parce qu'on est effectivement dans la galerie, fond. non peut-être grâce à Julien, donc Merci. galerie non peut-être qui se trouve à Bruxelles et dans lequel pour l'instant il y a une expo de... Là, on expose Edo Juro, un artiste guadeloupéen qui fait des gouaches sur la nécessité du marronnage et de la fugue. Voilà, et c'est super. Donc venez, on va vous expliquer. Jusqu'au 25 janvier. Jusqu'au 25 janvier, voilà. Merci à Catherine, évidemment. Merci à Baudouin, à la technique, et nous avoir Avec parlé de Virtual Fighter, le retour de Sega. Merci à Vincenzo qui est tout au bout là-bas, qui n'a pas de micro mais qui a assuré la technique vidéo. Donc merci à lui. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci à toi de porter le micro. Merci à Damien Croyer de nous accueillir. Merci Damien. Merci. Donc, n'hésitez pas à liker, partager cette émission, à vous abonner à l'œil carnivore, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur Twitch. Et puis, si vous aimez ça, revenez, venez participer aux émissions aussi. Si vous avez des choses à raconter, n'hésitez pas. Suggérez des sujets, venez challenger Angela à Tetris. Et puis j'en ai marre. Après, vous êtes voilà. Je suis mouesse, j'ai 2S. On vous prépare plein de nouvelles choses pour 2025. Il y aura plein de choses qui arrivent un peu partout. Noyau Joël. Noyau Joël, oui, c'est ça. On a une bûche. Ouais. Je vais sortir la bûche. Exactement. Exact. Et puis passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bonne fête à tous. Ciao. Ciao.